Bonjour et bienvenue dans la session Éducation, finance et économie durable. Quels sont les enjeux? Mon nom est Nicolas Goffin, je suis responsable de la division Project Finance, Renewable Energy et Immobilier durable et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Christelle Dumas, professeure de l'ICHEC et vous tous, chers participants à cette session en ligne. Avant de commencer, quelques informations pratiques. La session durera une trentaine de minutes, la présentation une vingtaine de minutes pour laisser une petite phase de questions d'une dizaine de minutes. S'il y a encore des questions ouvertes, nous ne manquerons pas de vous d'y répondre en vous envoyant un petit mail. Si vous avez une question technique, posez-la également dans le chat. Mon collègue Damien Erambeau suit la session et y répondra dans ce même chat. Donc, allons-y. Christelle, vous êtes professeure de l'ICHEC et ici, vous êtes porte-parole d'une initiative commune entre l'ICHEC, l'ULB, l'UNAMUR, qui se sont en fait alliés pour lancer en octobre 2021 une nouvelle masterclass en financement durable. L'info est disponible sur la page de notre event pour plus de détails. Triodos est sponsor et partenaire de cette initiative, parce que le développement durable, qu'il s'agisse de protéger notre planète, sa flore et sa faune, ou de combattre les inégalités sociales, a besoin de professionnels, de dirigeants dans les entreprises, des pouvoirs publics et du monde académique certainement, qui comprennent et intègrent l'impact social et écologique dans leurs décisions, et du coup, n'en demandent pas moins de la part de leurs banquiers comme Triodos. Alors Christelle, comment vous et les deux cofondateurs du programme, Sophie Véraud et Marc Hudon, ont conçu ce programme? Christelle, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, vous aurez compris, je vous parle en tant que prof aujourd'hui, et j'ai cru comprendre qu'il y avait de nombreux enseignants, éducateurs parmi vous, et je vous parle aussi en tant que financière. Alors, il faut que je tourne la page. Voilà. Et on pourrait se demander d'abord pourquoi finance quand ce qui nous préoccupe, c'est la biodiversité. Je crois que ce ne sera pas très difficile de vous en convaincre puisque vous venez d'entendre des arguments. Et pourtant, ce n'est pas une évidence parce que j'ai repris ici une image de Christine Lagarde, donc directrice de la BCE, qui parlait justement la semaine passée au panel à Marseille pour le Congrès mondial de la nature et qui commençait en citant Molière en disant mais que vient-elle faire dans cette galère? En disant non, mais est-ce que je ne devrais pas parler de banque centrale plutôt que de biodiversité? Mais non, justement, ils sont intrinsèquement liés. La finance a besoin de la biodiversité a besoin de la finance. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est vous partager les enjeux ou les leçons que je retire de l'expérience de la construction de ce cours, la masterclass qu'on vient de présenter. Pour moi, cette masterclass, elle est extrêmement importante. J'y réfléchis depuis plus de 2 ans. Elle doit exister parce que la finance a un rôle clé à jouer dans la transition. Et pour ça, il faut qu'on opère ensemble des changements de vision, de système. La masterclass, elle doit aussi exister parce que ce ne sont pas uniquement les générations futures ou les leaders de demain qui doivent opérer des changements de vision. C'est les décideurs d'aujourd'hui, vu l'urgence. Et que ça me fait mal au cœur d'avoir l'impression qu'on laisse souvent tout reposer sur les épaules de nos jeunes et que nous, on a des changements à opérer aujourd'hui. Moi, quelque chose qui me motive très fort dans mon métier d'enseignante, c'est de me dire, je forme les managers de demain, ouverts au monde, responsables, etc. Mais 8 ans et demi, enfin 2030, c'est dans 8 ans et demi, mes étudiants ne seront pas les dirigeants de demain dans 8 ans et demi déjà. Et une troisième raison pour laquelle je pense que cette masterclass doit exister, c'est parce qu'en fait, les solutions, elles sont déjà disponibles pour mettre la finance au service de la société. Il y a de la matière à enseigner sur ce sujet-là, mais il faut aussi l'émergence d'un récit collectif qui associe les acteurs du terrain, qui va réinventer le sens, la convergence de toutes ces actions financières. Et donc, j'espère en tout cas que cohorte après cohorte d'étudiants de SUFI, on va créer cette communauté qui a un récit commun et qui va permettre le changement qui n'a pas lieu simplement parce que les outils existent, mais ils ont besoin d'être adoptés également. Alors, je vais concentrer ma présentation sur 4 convictions, 4 enjeux qui me sont apparus importants en construisant ce cours. Et ces 4 convictions sont d'abord l'importance de réfléchir au sens des choses. Deuxièmement, d'apprendre la complexité, d'apprendre la pensée complexe. Troisièmement, apprendre à étudier les concepts, connaître les solutions existantes, les instruments de mesure, les modèles qui existent. Et enfin, quatrièmement, apprendre à imaginer des futurs possibles.
Donc, commençons avec ce premier point, et tout ça en moins de 20 minutes, donc il faudra me guider sur le timing. Si je commence avec le premier point, quel est le sens de la finance? Quelle est la mission de la finance? Alors, les cyniques parmi vous me diront faire de l'argent, battre le marché. Mais je pense qu'il n'y a personne qui se lève le matin plein d'enthousiasme, se regarde dans la glace et se dit « moi, ce matin, je vais battre le marché ». Ce n'est pas une mission, ça. C'est un moyen d'arriver à ces missions, peut-être, le rendement. Mais donc, dans mes premiers cours, et c'est vrai en finance, mais je crois que quel que soit, si vous êtes enseignant en la matière que vous enseignez, je m'attarde toujours à réfléchir au sens. Parce que avant de critiquer quelque chose, avant de critiquer la finance, il faut être au clair sur quelles sont les missions qu'elle doit remplir et est-ce qu'elle les remplit correctement. Donc, un petit exemple ici, par rapport à la finance, c'est justement, il y a 4 missions qui ne sont pas battre le marché, qui sont illustrées ici de gauche à droite. D'abord, gardez votre argent en sécurité. Grâce à la finance, votre argent n'est pas sous votre matelas, ni éparpillé un petit peu chez chacun de vos voisins et de votre famille. La deuxième mission de la finance, c'est faciliter le paiement. Et quand le secteur financier ne fait pas son boulot correctement, d'autres acteurs vont intervenir, comme en Afrique, on a la téléphonie qui devient un outil pour faciliter les paiements puisque le secteur bancaire n'est pas suffisamment développé pour que ça se passe correctement. La troisième mission, que vous voyez ici avec les mains qui protègent cette maison, c'est le partage du risque. Typiquement, c'est la mission de tout ce qui est assurance. Grâce à la finance qui partage le risque, on peut se lancer dans des projets bien plus grands, bien plus ambitieux que ce qu'on pourrait faire tout seul. Et la quatrième mission, c'est l'intermédiation. C'est rassembler les gens qui ont besoin d'argent avec les gens qui ont de l'argent à investir, qu'ils puissent se rencontrer. Alors, le souci de cette intermédiation, c'est qu'elle est devenue extrêmement complexe, qu'il y a un nombre très important d'intermédiaires qui fait qu'il y a une grande distance entre les gens dont c'est de l'argent et les gens qui gèrent cet argent. Et donc, on perd un peu le sens. On oublie qu'en fait, on gère de l'argent pour des gens qui font partie de la nature et qu'en détruisant la nature, on s'autodétruit. Donc, ce premier enjeu ici, c'est vraiment de remettre la finance au service de la société en se souvenant de sa mission et qu'elle fonctionne dans un écosystème. Deuxième grand enjeu pour moi dans la création de ce cours, c'est apprendre à réfléchir à la complexité. On est dans l'ère de la très, très grande complexité. Il y a un grand nombre d'acteurs, je parlais par exemple de l'intermédiation, il y a un grand nombre d'intermédiations, ça rend le nombre de scénarios futurs possibles énorme et ça crée aussi une dilution des responsabilités. Une fois que tout est si complexe, on ne sait plus à qui la faute. Tout ça, c'est rien de neuf. Il y a un ouvrage que vous connaissez peut-être de Jared Diamond qui s'appelle « L'effondrement des civilisations », qui nous parle, par exemple, de la fin de la civilisation romaine. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a des nouvelles données qui nous montrent que c'est le climat et les pandémies qui sont 2 facteurs très importants qui ont été à l'origine de la chute de l'Empire romain. En plus de ce que vous avez appris à l'école, on vous a dit que c'était la débauche des élites et les attaques des Huns. Mais figurez-vous que à l'époque, les Romains, ils ont aussi vécu une chute de température. C'était le mouvement inverse de ce qu'on vit maintenant, une chute de température de 2,5 degrés qui a eu un fort impact sur la biodiversité. Et en plus, des épidémies de paludisme, de tuberculose, de lèpre, de variole. Et puis, vous vous souvenez de la peste justinienne qui a duré plusieurs siècles, qui a tué 2 tiers de la population de l'Empire romain. Bref, tout ça pour dire, ça fait plus de 2000 ans qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à retenir que la nature n'est pas un objet à utiliser, mais qu'elle est un sujet. Et les modèles qu'on utilise en économie et en finance ignorent ça. Je vous montre ici le modèle typique pour ceux qui auraient un jour étudié l'économie. On vous a montré des flèches, voilà, ça rentre, ça sort, c'est linéaire. Nulle part là-dedans, on ne voit apparaître l'écosystème. Alors qu'à droite, ce sont des modèles plus complets. Celui-ci est proposé par Kate Raworth, dont je parlerai un peu plus tard, dans lequel je veux juste souligner qu'il y a des boucles de rétroaction. Donc ce modèle-ci, avec ces 2 boucles, nous rappelle que tout est lié, que tout a un impact sur le tout. Et ce sont ces modèles-là qui existent, qui vont pouvoir nous faire réfléchir au monde dans sa complexité. Alors pour revenir aux Romains, la différence entre les Romains et nous, c'est que nous, on sait, on connaît les solutions, on connaît les sources, on connaît les mécanismes, on a vu toute une série de présentations aujourd'hui qui nous montrent les outils qu'on a à notre disposition. Donc, ça veut dire que nous, on est responsable individuellement, collectivement, de trouver des solutions.
Juste trois petits exemples ici qui peuvent être parlants et qui illustrent cette grande complexité et qui illustrent le besoin de réfléchir à la complexité. Je pense par exemple au Gulf Stream, qui est notre thermostat à tous. Si on réfléchit au déraillement de ce Gulf Stream, les éléments dont il faut tenir compte, tous ces facteurs qui sont mêlés, ils partent dans tous les sens, on va dire, et c'est des modèles très compliqués à comprendre. Je reprends l'exemple ici de l'épidémie d'anthrax qui a décimé les rennes en Sibérie en 2016. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. En fait, c'était le dégel du permafrost qui a libéré des bactéries qui dataient encore du XIVe siècle et qui a décimé ces épidémies. Donc, quand on réfléchit à un problème de façon complexe, les conséquences inattendues peuvent remonter très loin dans l'histoire ou dans tous les facteurs de nouveau qui sont mêlés. Troisième exemple très rapide, ce sont les feux de forêt, mais surtout les feux de tourbe qu'on a vus dans l'hémisphère polaire. Et en fait, ces feux de tourbe provoquent des cendres, les cendres tombent sur la neige, empêchent la réverbération et provoquent des problèmes au niveau du réchauffement climatique à ce moment-là. Et donc, tous ces problèmes classiques de la biodiversité sont complexes. Et on a la même chose, évidemment, en finance. Et donc, un cours de finance qui va nous permettre de réfléchir au monde, doit nous apprendre à réfléchir à la biodiversité. Ça, c'est le deuxième enjeu. Vraiment enseigner la pensée complexe et se rappeler que la finance fait partie d'un système complexe. Le troisième enjeu, c'est apprendre les concepts, les solutions existantes, puisqu'ils existent. Et typiquement, je pense qu'en étant ici, c'est ce que vous faites. Vous vous renseignez sur les modèles, les outils qui existent dans toute une série de domaines différents. Alors, pour vous parler de ceux qui existent en finance, il y a d'abord tous les outils d'inclusion financière. Il faut, par exemple, savoir que ce n'est pas juste un instrument pour les pays du Sud. Ce n'est pas réservé à l'Inde, la microfinance. Ça s'applique dans les pays du Nord aussi. Je ne vous fais pas le cours en entier ici, mais juste quelques petites notions de ce qu'on pourra aborder. Je pense aussi à tout ce qui est stratégie d'investissement socialement responsable. Vous savez qu'il y a tant de produits disponibles pour faire de l'investissement socialement responsable. Ils ne sont pas tous équivalents, ils ne se valent pas tous, mais comment est-ce qu'on les analyse? Comment est-ce qu'on les comprend? Comment est-ce qu'on choisit celui qui est bon pour moi? Et là, peut-être juste deux critères qui sont utiles à connaître. Il y a d'abord tout ce qui est stratégie plus inclusive par rapport aux stratégies exclusives. Les produits ICR qui disent « mais nous, on est les mauvais ». Alors, est-ce que c'est les 10% les plus mauvais? Est-ce que c'est les 50% les plus mauvais, etc. Et puis, il y a la stratégie inclusive qui dit, nous, on n'investit que dans les très bons, que dans ceux qui ont de l'impact, par exemple. Une deuxième façon d'étudier et de comprendre ce problème, c'est par exemple les stratégies pré-investissement et les stratégies post-investissement. Il y a toute une série de produits financiers ISR pour lesquels on va limiter l'univers d'investissement en disant, voilà, un gestionnaire de fonds ne peut choisir des titres que dans ces sociétés-là qu'on a validées comme étant acceptables pour un fonds durable. Mais il y a d'autres stratégies, et elles ne sont pas incompatibles, qui peuvent avoir lieu après qu'on ait fait l'investissement. Ça peut être l'engagement avec l'entreprise, le dialogue, la mesure d'impact, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui existent et qu'il faut apprendre. Troisièmement, il y a la mesure du risque, la mesure de la volatilité, la mesure du risque au sens large, et justement pas en termes de volatilité comme on l'utilise sur les marchés financiers. En finance, quand je vous parle de risque, en fait, je parle de la volatilité, c'est-à-dire de la variation du prix d'une action sur le marché. Nulle part là-dedans ne rentrent les défis climatiques, les défis de la biodiversité. Mais maintenant, on a des outils qui permettent de réfléchir aux risques de façon différente, et même au niveau d'initiatives européennes ou d'initiatives de banques centrales, qui vont par exemple faire des stress tests sur les banques, sur des questions environnementales. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut aborder. Voilà, donc ça, c'est ce troisième enjeu, je voulais quand même l'illustrer pour vous montrer que ces outils existent. Alors, à gauche, vous avez le schéma économique de base qu'on a dans les manuels d'économie des années encore 50 et autres. Ici, c'est le schéma de Samuelson. Et regardez bien, on a qui comme acteur? Les entreprises, le public, l'argent rentre, l'argent sort. Ça, c'est le monde économique. Mais on se rend compte, sans réfléchir très loin, qu'il manque énormément là-dedans. Et donc, ce qu'on propose maintenant, est-ce que nous, en tout cas, on enseigne à nos étudiants à l'ICHEC, mais aussi dans la masterclass, évidemment, c'est des modèles plus semblables à ceux proposés par Kate Raworth du Donut, qui propose le Donut Economics. Qu'est-ce qu'on voit dans ce schéma de droite? L'écosystème entier se retrouve quand on réfléchit à l'économie. La terre, les énergies, la société. Et au centre, on retrouve
seulement le marché, les ménages, mais pas que, parce qu'elle a également ajouté l'État, acteur très important, et tous les communs. Et là, si à un premier cours d'économie, on réfléchit à le système dans son ensemble, je pense que c'est déjà une toute autre façon qui ouvre la porte, de faire de l'économie, de faire de la finance, qui ouvre la porte à la biodiversité en tant qu'acteur de ce système. Voilà. Ceci est important aussi parce qu'en finance, vous savez probablement, tout ce qui n'est pas mesuré a tendance à être ignoré. Et donc, d'ailleurs, on parle des dommages faits à l'écosystème comme des externalités, comme si ce n'était pas notre problème et qu'il faut les internaliser dans les modèles, etc., etc. Et pour moi, c'est une autre raison pour laquelle il faut apprendre les instruments de mesure pour que les questions de biodiversité rentrent dans le débat, dans la discussion financière. Et ça se fait vraiment maintenant, il y a beaucoup d'initiatives au niveau européen. Je voulais vous montrer ici quelques initiatives existantes, si vous aimez lire, si vous retrouvez sur des ouvrages sur Internet, aussi pour vous montrer que ça se fait à différents niveaux. Donc d'abord, ici, on a Finance for Biodiversity, c'est un ouvrage de la Commission européenne qui identifie les opportunités et les solutions pour augmenter la prise en compte de la diversité dans les décisions financières des entreprises. Donc là, un genre de manuel qui guide les entreprises dans leurs décisions d'investissement. On a aussi pas mal d'ouvrages des Nations Unies. Le deuxième ici, qui s'appelle Beyond Business as Usual, Biodiversity Targets and Finance. Vous voyez qu'on retrouve quand même ces deux mots, finance et biodiversité, dans beaucoup de réflexions. Cet ouvrage-là nous rappelle que plus de la moitié du PIB mondial est en fait de l'argent qui a été créé grâce à de bonnes idées, etc., mais qui dépendent de la nature. Et donc, s'il n'y a plus de nature, il y a une disparition de la moitié du PIB de la planète. Le lien, il est là, il ne faut pas le chercher beaucoup plus loin. La santé économique dépend de la biodiversité et la biodiversité dépend de l'économie. Troisième exemple d'ouvrage, ça c'est un petit livre qui s'appelle The Little Book of Investing in Nature, également des Nations Unies, et qui montre comment investir dans la biodiversité, parce qu'il y a un besoin d'investissement qui a été chiffré ici à 824 milliards de dollars. Alors évidemment, cet argent ne peut pas venir de l'État, ou sûrement pas de l'État uniquement. Et donc, où est-ce qu'on va trouver cet argent pour financer les besoins de la biodiversité? Donc, ceci, c'est un guide pour les décideurs politiques, mais aussi les investisseurs, pour dire, voilà, différentes façons créatives de combler ce manque à gagner. Et puis enfin, je voulais montrer un autre exemple, parce que Triodos en est membre et en fait partie. C'est une plateforme qui s'appelle PBAF, donc c'est Partnership for Biodiversity Accounting and Finance. Et là, les membres sont en train d'inventer des mesures comptables pour la biodiversité. Ce pas des mesures parfaites, mais c'est des mesures qui existent aujourd'hui, qui peuvent se partager. C'est des connaissances voilà, qui peuvent déjà commencer à être utilisées au fur et à mesure qu'elles s'utilisent. Les partenaires peuvent partager les améliorations. J'en arrive à mon dernier enjeu, mon dernier point qui me semblait important et sur lequel on a pas mal réfléchi dans la création de cette masterclass, c'est imaginer les futurs possibles. Et pour ça, en tant qu'éducateur, je crois qu'il faut adopter des méthodologies qui vont exercer l'imagination. Et moi, une de mes grandes frustrations par rapport au système scolaire, c'est qu'on tue l'imagination des élèves. Et donc, c'est très difficile, une fois qu'ils ont 20 ans, de dire « Et maintenant, on vous souhaite que vous soyez créatifs ». Mais donc, il y a des outils pour ça. Je pense par exemple à tout ce que Rob Hopkins nous propose avec des questions « what if ». Imaginons toute une série de futurs possibles. Il y a les open forums, il y a l'intelligence collective qu'on utilise beaucoup, enfin que j'aime beaucoup utiliser en classe. Les méthodes prospectives que je vous ai mises aussi ici, à gauche sur le tableau, parce que dans les méthodes prospectives, on va imaginer plein de futurs possibles, certains qui sont souhaitables, certains qui ne sont pas souhaitables, certains même qui sont utopiques, mais qui méritent qu'on y réfléchisse malgré tout. Et puis, ces méthodes prospectives vont nous dire quels sont tous les chemins pour arriver à ce futur souhaitable que j'ai identifié, par exemple. Voilà, donc c'est quelque chose que je fais en finance aussi, d'où le graphique à côté. Là, c'est une méthodologie proposée par le CFA qui dit aux gestionnaires de fonds, quand vous prenez une décision, il y a 4 étapes à suivre pour une décision financière éthique. Et ce que je voulais souligner, c'est que ces étapes, bien sûr, il y a une étape d'action, mais il y a la réflexion avant de tous les impacts sur les parties prenantes. Et si on voit la nature comme un sujet, elle est une partie prenante aussi. Quels sont les impacts sur la nature? Et après la décision, il y a de nouveau la réflexion. Est-ce que ça s'est passé comme on l'imaginait, comme on le souhaitait? Est-ce qu'il faut faire autrement? Voilà, donc toute cette culture d'imaginer des futurs possibles, pour moi, elle est vraiment importante à développer également.
Alors, si on prend tout ça ensemble, qu'est-ce que ça donne très concrètement dans le cours, dans la masterclass? Un premier cours sur le sens, le premier jour, The Purpose of Finance. Quel est le but, la mission de la finance? Un deuxième cours sur la pensée complexe, avec tous les outils de pensée systémique. Les cours 3, 4 et 5 sur les outils, les mesures qui existent, dans lesquels voilà, on sera prêt à tout couvrir, mais on en couvrira toute une partie. Et enfin, un dernier cours où on imagine des futurs possibles. Et je pense que je suis arrivée au bout de mon temps, si pas plus. Voilà, mais tout ça n'est possible évidemment aussi qu'avec plein de partenaires. Et ce qui me réjouit, c'est que c'est une masterclass qui est évidemment financée par des experts vraiment de la finance durable, mais qui est donnée avec tous mes collègues des universités francophones et néerlandophones pour qu'on crée cette communauté autour de la finance durable qui permette de créer ce nouveau récit qui va mettre les gens en mouvement. Alors, il y a peut-être des questions, et puis je voulais aussi vous demander, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait enseigner dans une formation à la finance durable qui soit réellement au service de la société et de la biodiversité? Merci beaucoup, Christelle. C'était pour ma part très inspirant. J'ai envie de dire que en tant que triodos, je me retrouve vraiment dans ces sujets. Surtout l'avenir, c'est comment est-ce qu'on prend l'avenir en main et comment est-ce qu'on peut intégrer cette biodiversité dans le financement durable. C'était vraiment une question majeure. Et je vais faire un peu le lien avec votre discussion ou votre présentation au début de votre présentation. Justement, vous dites, voilà, Madame Lagarde, pardon, était très consciente de la problématique de la biodiversité, mais quelque part, elle a aussi les clés en main. Est-ce qu'à partir du moment où elle en sera consciente, ça va devenir un élément contraignant? Et ça, c'était quelque chose que je voulais voir avec vous. Dans quelle mesure, à un moment donné, nos autorités publiques devraient jouer un rôle contraignant à ce niveau-là? Oui, moi, je suis assez optimiste dans le sens où j'ai l'impression que les choses vont bouger de plus en plus vite maintenant et que, évidemment, que les autorités publiques sont un acteur majeur ici dedans parce qu'ils doivent rendre les choses possibles. Mais il ne faut pas qu'on se tourne tout le temps vers les autorités publiques en disant, bon, maintenant, est-ce que vous pouvez régler le problème de la diversité, du climat pour nous, etc. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il faut des règles contraignantes. Ceux qui croient aux marchés financiers qui vont se réguler automatiquement et s'aligner pour le bien commun, je crois que c'est une utopie, mais qui ne va pas se réaliser. Donc, clairement, il faut une certaine régulation. Mais il ne faut pas attendre que tout vienne de l'État, sûrement pas tout le financement, ça ne va pas être possible, et pas non plus toutes les actions. Donc, c'est une collaboration. Ouais. Au niveau de justement, quel a été un peu l'accueil de votre programme au niveau du public? Est-ce que vous avez réveillé des choses qui dormaient ou vous sentez que ça a été accueilli de manière traditionnelle? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir joué un rôle pionnier là-dedans? Ou est-ce que vous trouvez simplement que tout le monde y avait pensé mais n'avait pas osé faire la première étape? Alors, plusieurs choses peut-être. D'abord, le premier accueil qu'on a eu, c'est dans la presse. Parce qu'on a communiqué dans la presse sur ce projet-ci. Et là, on était inquiets en se disant, mais quel accueil est-ce qu'on va être? Parce que est-ce que c'est vraiment une nouvelle, finalement? Est-ce que ça mérite d'être dans la presse? C'est parce que c'est une nouvelle. Et là, on a été vraiment très heureux d'être vraiment bien accueillis, relayés dans toute la presse francophone sur le fait que c'était une nouvelle. Et donc, même dans l'écho, on a eu une double page cet été présentant ce projet. C'est une moins bonne réussite dans la presse néerlandophone, où les contacts avec les journalistes étaient excellents et très accueillants, mais alors les éditorialistes ont chaque fois décidé, ben non, c'est pas des nouvelles, ça ne se publie pas. Voilà. Maintenant, pour les acteurs de terrain, au niveau des experts de terrain, comme vous et d'autres, la réaction, c'était « Ah, il était temps ». Donc, voilà, c'était pas l'invention du siècle, mais il fallait que quelqu'un le fasse. Et je crois que ce qui a pris du temps aussi, c'est qu'on voulait lancer ce projet, pas moi toute seule, mais en communauté ISR belge qui se construit. Et ça, c'est une partie importante du projet qui a pris plus de temps peut-être. Et alors, de la part pas des experts de terrain de la finance durable, mais le grand public, là, je pense qu'il y a une grande curiosité. On a eu 400 marques d'intérêt cet été, de gens qui disaient, ben, moi, ça m'intéresserait de participer à ce programme. Maintenant, on fait les vraies instructions qui sont sur base de lettres de motivation, parce que je ressens très fort cette urgence qu'il faut agir
très rapidement. Et donc, c'est important pour nous que ce soit les décideurs d'aujourd'hui qui peuvent avoir un grand impact dans leur organisation et sur l'économie, qui soient dans ces cours-là pour les premières cohortes. Et au niveau justement, vous parlez des décideurs d'aujourd'hui qui auraient cette volonté de participer à ce monde durable. J'avoue que de mes connaissances entrepreneuriales et professionnelles, c'est un sujet, mais j'ai toujours l'impression que c'est un sujet qui est plutôt imposé parce que je dois me conformer à ce que le public m'impose, mais sans véritable volonté de changer. Est-ce que vous pensez que ce cours va pouvoir apporter cette ambition de dire, voilà, il y a un intérêt à changer, pas parce qu'on n'a pas le choix, c'est certainement quelque chose qu'il faudra regarder, bien entendu, mais parce qu'il y a aussi des intérêts, je dirais, lucratifs derrière. Parce que vous parlez de la volatilité, c'est un sujet évidemment que les salles de marché regardent avec beaucoup d'intention, mais comment intégrer, par exemple, dans la volatilité, cette notion de risque? J'entends les stress tests, mais concrètement, est-ce que vous pensez que ce genre de raisonnement vont vraiment changer les décideurs? Je ne sais pas si j'ai tout à fait cerné la question, donc je vais peut-être répondre à côté, on verra. D'abord sur le fait que la motivation des gens, hein, c'est-à-dire est-ce qu'ils prennent des décisions parce qu'ils y croient vraiment ou parce que quelqu'un leur a dit qu'il fallait le faire. Il y a évidemment personne qui est obligé de s'inscrire à cette masterclass, donc les gens qui s'y inscrivent, c'est par choix. En fait, votre question me fait penser au fait qu'on a plein d'outils. Et c'est le cas également dans les mesures de croissance, dans les mesures de richesse, etc. Les alternatives existent et pourtant ne se font pas adopter parce qu'il n'y a pas un grand récit collectif de la société encore, ça va venir, hein, qui bougerait dans ces directions-là. Et donc, tout repose sur l'individu. Savoir, moi, je suis hypersensible, comme vous en ligne sûrement, aux questions de biodiversité, donc je fais telle et telle action, mes amis entrepreneurs aussi, mais c'est des questions personnelles. Ce n'est pas l'organisation, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ni la société dans laquelle vous évoluez. Et pour moi, c'est ça maintenant l'aspect clé. Les défis actuels qu'on a en termes de biodiversité et de climat ne peuvent pas reposer sur des individus qui prennent leur vélo, qui font attention à ce qu'ils mangent. Voilà, c'est pas. D'ailleurs, le rapport du GIEC de cet été, je l'ai trouvé très, très interpellant et il dit clairement, si tous les individus de la Terre devenaient des parfaits écolos, enfin dans tout leur comportement, on serait encore nulle part face aux changements exigés pour les défis climatiques. Donc, ce n'est pas les motivations individuelles qui sont chouettes, hein, c'est pas ça, mais c'est pas ça qu'il nous faut maintenant, c'est ce grand récit collectif qui va transformer les organisations. Et donc, travailler dans des entreprises, ou travailler sur le fait que des entreprises vont avoir une culture, un esprit axé sur le système, l'écosystème dans lequel on évolue. Et donc, si on adresse les dirigeants de ces entreprises, qui sont quand même ceux qui donnent les valeurs de l'organisation, la direction de l'organisation, qui percolent ensuite dans toute l'organisation, moi, je pense que c'est une porte d'entrée. Mais ce n'était peut-être pas la réponse à votre Non, question. non, si, Ouais. c'est une question tellement vaste qu'on ne peut pas la résoudre en 2 minutes. Donc, je pense que vous avez touché les points les plus importants. Je vois qu'on a atteint bientôt l'heure. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, Christelle. Merci beaucoup d'avoir créé ce cours. Je crois il est important qu'on puisse, des écoles que vous avez réussi à mettre ensemble sont de très haute qualité et ça montre un peu l'intérêt qu'il y a et je peux vous assurer moi-même, ayant récemment retourné dans les bonnes écoles lors d'un MBA, c'est évidemment un sujet qui est fondamental et qu'il faut absolument regarder de plus en plus parce que les dirigeants passent par ces écoles et il faut leur expliquer ce qu'est l'avenir aussi de la société. Un grand merci encore pour votre temps et l'occasion de nous avoir rencontrés et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.